Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette deuxième édition des Jeudis du FSE. Alors après le décrochage scolaire, on attaque un nouveau thème cette fois-ci, puisque nous allons vous parler du Fonds social européen et de la sécurisation des parcours professionnels au service des transitions, un gros programme. Au fil des crises économiques et financières, comme celle de 2008, ou bien sanitaires, comme celle que nous traversons actuellement, l'économie évolue, évidemment, sans compter les transitions écologiques, numériques, que nous devons aussi accompagner. Les métiers changent, les individus s'adaptent, les dispositifs évoluent et le Fonds social européen est là pour accompagner ces évolutions. Il soutient financièrement des dispositifs qui visent à valoriser et à adapter les compétences des salariés, mais aussi à répondre aux besoins de recrutement des entreprises. Eh bien, c'est tout ça que nous allons aborder pour cette nouvelle édition des Jeudis du FSE. Nous allons parler de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la GPEC, de formation des salariés, mais aussi de contrat de sécurisation professionnelle, le CSP, et de bien d'autres choses encore. Alors, pour cette émission, je suis là avec plusieurs experts. Je vous présente tout de suite en plateau, nous avons Béatrice Evenot. Vous êtes responsable de l'évaluation et du suivi de la performance du FSE à la DGEFP. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Nous sommes également avec Frédéric Guillemine, chargé du suivi et de l'évaluation du FSE à la DGEFP. Vous étiez là tous les deux déjà pour la première édition des Jeudis du FSE. Et nous sommes évidemment, sanitaire oblige, on est en visio également avec Sophie Bensadoun. Vous êtes directrice du pôle Europe chez Amios Consultants. Bonjour Sophie et bienvenue. Merci. Nous sommes avec Isabelle Guénaud également en visio, chargée de mission au service mutation de l'emploi et des compétences, département des politiques de l'emploi à la Direct Île-de-France. Bonjour, la Direct Île-de-France, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Bonjour à vous. Rémi Corrado, vous êtes également à la Direct Île-de-France, vous êtes chargé de mission Fonds social européen, département du FSE, Direct Île-de-France, bonjour. Bonjour, bonjour. Et enfin, Philippe Guez, vous êtes directeur régional à Constructis Île-de-France. Alors, une précision, bonjour à vous. Tout au long de nos échanges, vous avez la possibilité de poser vos questions. N'hésitez pas, on essaiera d'y répondre au fil de l'eau. On aura une petite séquence exprès pour ça, mais n'hésitez pas à poser vos questions dès maintenant. Et alors, pour commencer, avant de passer la parole à chacun d'entre vous, on est allé voir quelques experts pour avoir un éclairage sur ce thème. On est allé voir Morad Benmezian. Il est adjoint au chef de département de la stratégie à la DGEFP et il va nous donner une vision globale de la situation en matière d'emploi et de compétences. On l'écoute tout de suite. Bonjour Morad Benmezian, vous êtes adjoint au chef du département de la stratégie à la DGEFP et vous êtes économiste. Et c'est pour cela qu'on avait envie d'avoir votre analyse sur la situation actuelle. Puisqu'après la crise de 2008, économique et financière, nous traversons actuellement une nouvelle crise sanitaire cette fois-ci, mais elle a des répercussions économiques et sociales sur les emplois, les besoins en compétences. Alors, on avait envie de savoir un petit peu comment vous voyez la situation, quel est le paysage actuel et les enjeux en termes d'emploi et de compétences. Bonjour. Alors, pour nous, il y a deux enjeux principaux. Il y a l'enjeu de court terme, en fait. Il y a un enjeu de moyen terme. L'enjeu de court terme, c'est tout simplement accompagner les entreprises et les secteurs d'activité qui sont le plus touchés ou le plus impactés par la crise. On pense au commerce, on pense à l'hôtellerie-restauration. Finalement, on va apporter une réponse de court terme pour accompagner les entreprises et accompagner les salariés, parce que même si aujourd'hui, on vit une crise économique, il y a quand même des entreprises qui ont des difficultés de recrutement. L'enjeu sur ce court terme est de bien identifier les besoins et de bien orienter et accompagner les personnes pour accéder à ces besoins-là, ce qui pourrait être finalement vu comme un amortisseur à court terme de la crise. Mais il y a aussi des enjeux à plus long terme. En effet, les crises sont des moments où on a une accélération des mutations économiques, qu'elles soient liées à la transition écologique ou à la transition numérique. Et c'est vrai que là aussi, il y a un enjeu qui est un peu différent, qui demande de se projeter finalement assez loin en sortie de crise, avec les entreprises, avec les partenaires sociaux, et essayer justement de bien identifier quels pourraient être les enjeux économiques des prochaines années. Et de mettre en place tous les moyens nécessaires pour permettre cette transformation de la manière la plus souple possible. Ce qui veut dire à la fois accompagnement
économique des entreprises, mais aussi accompagnement des salariés dans leur évolution professionnelle. Comment on répond à ces enjeux et à ces besoins concrètement? Et quels sont les acteurs qui sont concernés dans ces dispositifs? Alors, concrètement, en fait, pour accompagner les salariés, le meilleur moyen reste la formation aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est la responsabilité à la fois des entreprises, à la fois des partenaires sociaux et à la fois des pouvoirs publics. L'enjeu, avant même de penser une réponse formation un peu de long terme, est déjà de bien identifier ces besoins-là. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident et ça demande aux acteurs, en particulier partenaires sociaux, entreprises, OPCO, de bien réfléchir en amont, de bien réfléchir aux transformations. Ensuite, c'est de mettre en place les formations les plus adaptées. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on observe, ce qui est plutôt un point positif, une évolution par rapport à la crise de 2008. On a vu qu'en 2008, dès que la crise est intervenue, en fait, on a une baisse des entrées en formation qui a été vraiment très très forte et qui a rendu plus compliqué la transition professionnelle d'un certain nombre de personnes. On voit qu'aujourd'hui, on n'a pas cet effet-là. On voit par exemple que l'apprentissage a continué à augmenter. On voit que notamment l'État, à travers le FNE Formation, a mis beaucoup de moyens pour maintenir cet effort de formation et faciliter ces transitions-là. Merci beaucoup, Morad, pour cet éclairage. Merci à vous. Alors, on a vu ainsi que le panorama est bien planté. On voit un besoin de formation, la formation qui est toujours là, qui a continué à augmenter, l'apprentissage aussi. Mais ce qui est important, c'est de voir un peu comment les différents acteurs, Morad Benmezian a parlé de l'État, des partenaires sociaux, des entreprises, des OPCO aussi, opérateurs de compétences, comment est-ce que toutes leurs interventions s'articulent? C'est ce qu'on est allé voir avec l'analyse de Kathleen Agbo. Elle est chef de projet transition collective et démarche transverse et elle va nous expliquer tout de suite comment créer une chaîne de réussite pour que les interventions de chacun s'articulent bien. Bonjour Kathleen Agbo, vous êtes chef de projet transition collective et démarche transverse à la DGEFP. Alors, il y a de nombreux enjeux en matière d'anticipation des compétences, de sécurisation des parcours professionnels et aussi de formation. Il y a plusieurs acteurs qui interviennent dans ce domaine, l'État, les territoires, les branches professionnelles. Comment est-ce que s'articule l'ensemble de ces interventions? Tout d'abord, bonjour. Il y a un enjeu d'articulation très important à l'échelle des territoires. C'est important de pouvoir concilier les approches nationales qui sont notamment celles conduites avec les branches professionnelles, puisque il y a un travail autour des filières économiques qui se construit entre le ministère de l'Emploi en lien avec le ministère de l'Économie. Et il faut articuler ces démarches-là avec les enjeux territoriaux, puisque l'objectif, c'est de répondre quand même aux besoins des territoires qui peuvent être variés selon les caractéristiques spécifiques des territoires et des bassins d'emploi. Donc, ce qui est important, c'est qu'il y ait une coordination entre l'ensemble de ces acteurs que vous avez cités pour pouvoir proposer une offre de service qui soit la plus lisible et compréhensible pour que les entreprises et les actifs, que ce soit les salariés ou les demandeurs d'emploi. Et alors, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller? Enfin, où sont les facteurs de réussite pour que tout s'enchaîne et s'articule bien? Alors, on a des exemples d'initiatives coordonnées qui montrent que finalement, cette collaboration entre les acteurs peut vraiment porter des fruits. Elles vont être autour de la construction de parcours, par exemple, parce que finalement, quand on demande à des personnes de se projeter, si on prend cet exemple-là, vers des parcours, vers des nouveaux métiers, il est important de pouvoir avoir en amont une idée des métiers, du champ des possibles. Donc là, on va faire intervenir, y compris des acteurs privés, des entreprises qui peuvent mettre en place des visites d'entreprise, qui ont des vidéos sur du type « Vie ma vie » dans tel ou tel métier. Et puis derrière, on va avoir des acteurs qui vont intervenir pour construire l'ingénierie du parcours de formation. Là, ça peut être des partenariats en lien avec l'État et les branches professionnelles et les opérateurs de compétences. Et parfois, on a des collectivités qui interviennent également.
Puis derrière, il faut travailler avec les organismes de formation pour que le parcours puisse effectivement avoir lieu dans de bonnes conditions et trouver ensuite les entreprises qui vont permettre d'accueillir ces personnes qui se sont formées dans le cadre de cet enchaînement de parcours. Donc vous voyez, ça c'est un exemple qui montre qu'à différentes phases, on va avoir des acteurs divers qui vont intervenir et qui a un enjeu très fort à ce que tout cela soit bien coordonné pour que le parcours soit le plus fluide possible pour la personne, qu'elle soit salariée ou demandeur d'emploi. Ce qu'on appelle un peu aujourd'hui tous les enjeux autour des parcours sans couture. Alors, vous avez parlé de coordination, il y a de nombreux dispositifs. Comment les entreprises, les branches professionnelles, les acteurs de la formation et aussi les collectivités se saisissent de ces dispositifs et est-ce qu'on peut leur simplifier la tâche ? Le point positif, c'est qu'il y a énormément de dispositifs qui visent à répondre finalement aux enjeux, que ce soit aux enjeux des entreprises et de leurs salariés ou aux enjeux des personnes les plus éloignées de l'emploi que l'on accompagne vers l'emploi. Néanmoins, le pendant, c'est que tout ça n'est pas forcément visible et lisible, que ça peut paraître complexe. Et donc là, il y a cet enjeu très fort que les acteurs dans les territoires s'articulent entre eux. Alors, ça peut prendre les formes de plateformes territoriales qui ne sont pas forcément des plateformes numériques et physiques, mais parfois c'est le cas. On voit bien qu'il y a des solutions très diverses selon les territoires. Et puis, à minima, il faut qu'il y ait une gouvernance de travail entre les acteurs pour que les entreprises, les personnes éloignées de l'emploi, les salariés puissent être orientés vers le bon service, vers le bon interlocuteur et que finalement cette multiplicité de dispositifs soit neutre pour la personne. Donc ça, c'est très important pour nous et l'État, dans ce cadre-là, peut avoir un positionnement différent. Parfois, il est animateur de ces démarches, parfois, il est juste partenaire de démarches qui sont animées par d'autres, financeurs ou non. Mais en tous les cas, il y a ces différences de posture qui varient selon les projets, selon les territoires et qui doivent permettre finalement de simplifier derrière ces services et les rendre plus accessibles pour l'ensemble des acteurs et pour finalement les usagers et les personnes qu'on vise dans ces dispositifs. Eh bien, merci beaucoup, Kathleen Agbo, pour cet éclairage. Merci à vous. Bonne journée. Alors ça y est, maintenant le cadre est posé. Grâce à l'intervention de ces deux experts, on a une idée plus claire de ce qui se passe au niveau des entreprises, des collectivités, des partenaires sociaux, des organismes de formation. Je vous propose maintenant d'aller encore plus dans le détail et de voir comment le Fonds social européen intervient dans ce domaine. Alors pour analyser justement l'action du FSE, du Fonds social européen, je me tourne cette fois-ci vers Sophie Bensadoun. Donc je répète, vous êtes directrice du pôle Europe chez Amios Consultants et vous avez réalisé avec votre partenaire Edater l'évaluation justement sur l'axe 2 du programme opérationnel national FSE sur la sécurisation des parcours face aux mutations économiques. Alors expliquez-nous en quoi il consiste cet axe 2, à quels besoins il répond et à quel dispositif il fait appel. Bien, effectivement, l'axe 2 du programme opérationnel FSE a été vraiment pensé en faveur de cette sécurisation des parcours professionnels. Il est organisé autour de 6 objectifs spécifiques qui chacun finance des actions très différentes et vont répondre en fait de façon très complémentaire aux différents enjeux qui nous ont été présentés juste il y a quelques minutes. On retrouve des actions qui sont à destination des publics, donc notamment des salariés qui ont été licenciés pour motif économique, les femmes, les seniors. Et il soutient aussi des actions à destination de collectifs. On a parlé des territoires, on a parlé des branches, on a parlé de secteurs professionnels. Eh bien, le FSE va répondre à tout ça. Donc, l'évaluation nous a montré que l'axe 2 est vraiment très bien calibré par rapport à tous ces enjeux. Il est clair, il est bien organisé et surtout, il s'adosse aux politiques publiques dont on vient de parler. Et donc, il est relativement bien repéré par les acteurs et va vraiment s'organiser par rapport à tous les dispositifs et tous, je dirais, les outils qui existent aujourd'hui.
Dans le FSE, comme de façon générale sur les politiques publiques, la formation a un rôle clé pour cette sécurisation des parcours professionnels et donc elle occupe une place importante dans l'axe 2 du programme. Il y a 4 changements qui étaient attendus à travers cet axe 2. D'abord, c'est augmenter le niveau de qualification des salariés et en particulier des salariés les plus fragiles et les moins qualifiés sur le marché du travail pour leur permettre d'affronter les difficultés, que ce soit au moment du recrutement ou pour le maintien dans l'emploi. Deuxième grand changement attendu, c'est d'améliorer la prise en compte de toutes les dimensions, tous les éléments liés aux ressources humaines et donc d'accompagner en premier lieu les entreprises, mais aussi l'ensemble des partenariats. Encore une fois, on a cité les branches, les OPCO, etc. Donc comment tous les partenariats peuvent travailler autour des ressources humaines pour mieux, affronter les mutations économiques. Troisième objectif de l'axe 2, c'est de favoriser l'emploi des seniors, le maintien dans l'emploi des seniors, et de les aider aussi bien sur la partie compétences que sur la partie emploi. Et enfin, dernier objectif, c'est de mieux prendre en compte l'égalité femmes-hommes dans le milieu professionnel. À travers tout ça, cet axe vise vraiment à rendre plus fort sur le marché du travail, notamment les plus fragiles d'entre nous, pour pouvoir évoluer très rapidement. On parle souvent d'agilité et c'est vrai sur le thème des compétences. On est obligé de s'adapter tout le temps. La crise nous le montre plus que jamais. Et donc, on a besoin toujours d'adapter, de renforcer les compétences et donc d'accompagner cela. Donc, un programme qui a été pensé finalement en 2012-2013, après cette crise de 2008 que vous rappeliez tout à l'heure, les défis qu'il combat sont toujours valables aujourd'hui. Alors, on parle beaucoup, là, on a commencé à parler de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de formation des salariés, de contrats de sécurisation professionnelle, mais il y a d'autres dispositifs qui sont prévus dans cet axe-là. Est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement ? Oui, tout à fait. Il y a 2 autres thèmes qui sont abordés par l'axe 2, c'est le maintien dans l'emploi pour les seniors et l'égalité professionnelle. Alors c'est vrai que ce sont 2 thématiques qui ont eu plus de difficultés à être mises en œuvre dans le cadre du FSE, parce que le FSE n'était pas toujours l'outil le plus adapté pour les accompagner. Néanmoins, les problématiques demeurent et il est important d'avoir toujours en tête ces 2 thématiques comme étant très importantes pour la sécurisation toujours des parcours professionnels. L'axe 2, comme je disais, il est bien calibré. Il répond à des vrais enjeux de terrain, il répond à des vraies problématiques que rencontrent les publics, encore une fois, que ce soit de façon individuelle ou que ce soit de façon collective sur le terrain. Donc, la première recommandation, c'est que le FSE continue de soutenir la sécurisation des parcours professionnels, notamment par le biais d'actions liées à la formation des salariés, mais aussi par d'autres types d'actions. Madame Agbo tout à l'heure parlait d'ingénierie, elle parlait de parcours sans couture, elle parlait de démarches dans lesquelles les publics, quelque part, se repèrent facilement. Eh bien, le FSE pourrait accompagner toute cette partie-là, et donc pas uniquement la partie formation des salariés, mais bien le continuum pour assurer cette partie d'accompagnement, encore une fois, individuelle ou collective des publics. Troisième élément, c'est sur l'égalité femmes-hommes et les seniors. Je vous le disais, ils ont un petit peu moins bien fonctionné que les autres objectifs du programme. Pour autant, il faut continuer de les soutenir, peut-être sous une forme un petit peu différente, sous une forme plus d'innovation, sous des projets un petit peu différents pour leur permettre d'accéder eux aussi au FSE. Et puis, dernière préconisation, et là aussi ça renvoie à l'intervention de Madame Agbo, c'est la dimension territoriale, qui est déjà présente dans le FSE 2014-2020, mais à notre sens, elle pourrait être encore plus soutenue, encore plus présente, et donc elle pourrait avoir un rôle plus important à jouer dans les 7 années qui viennent. Alors, je retiens un peu d'innovation, un peu de dimension territoriale, des changements qui peuvent intervenir pour la prochaine programmation, on imagine. Merci beaucoup, Sophie. Vous restez avec nous pour répondre à d'éventuelles questions. Mais j'ai envie qu'on s'arrête un petit peu sur le contrat de sécurisation professionnelle. Et pour mieux comprendre comment ce dispositif fonctionne, je vous propose tout de suite une animation qui vous explique tout. Le contrat de sécurisation professionnelle, appelé CSP, permet d'accompagner et de sécuriser le parcours de retour à l'emploi durable des salariés licenciés pour motif économique. Les principes et modalités de cet accompagnement spécifique sont inscrits dans une convention portée et signée par les partenaires sociaux. Quelles sont les entreprises concernées? Celles de moins de 1000 salariés,
et les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire sans condition d'effectif. L'employeur est tenu de proposer le CSP à chaque salarié qu'il prévoit de licencier pour motif économique et lui remet les documents d'information et d'adhésion à ce dispositif. Le salarié dispose alors d'un délai de 21 jours pour décider d'adhérer ou non à ce dispositif. Pendant ce laps de temps, il bénéficie des conseils et des informations de Pôle emploi lui permettant de faire un choix éclairé. S'il accepte le CSP, son contrat de travail avec son employeur est rompu à l'issue du délai de réflexion. Son adhésion au CSP est enregistrée par Pôle emploi et prend effet le lendemain de la rupture du contrat de travail. L'adhérent au CSP peut alors démarrer son parcours de retour à l'emploi. Le CSP permet à l'adhérent de faire un point sur son parcours professionnel et de bénéficier d'un accompagnement régulier, renforcé et personnalisé pendant 12 mois maximum avec le même conseiller dédié. L'objectif ? L'aider dans la construction et la mise en œuvre d'un parcours de retour à l'emploi durable au travers d'un plan de sécurisation professionnelle. Il reçoit une allocation de sécurisation professionnelle pendant la durée de son CSP. Il peut bénéficier d'aide au reclassement en cas de reprise d'emploi ou de création d'activités, ainsi que d'aide à la formation. Alors voilà, j'espère que c'est bien plus clair pour tous. En tout cas, si ce n'est pas le cas, vous pouvez nous poser des questions. Vous pouvez continuer à poser des questions au fil de nos discussions et on essaiera d'y répondre. Et comme on s'est arrêté sur le CSP, donc le contrat de sécurisation professionnelle, eh bien, on avait envie de vous montrer réellement comment ça se passe pour les adhérents, comment ça se passe pour les conseillers qui les aident dans ce contrat. Et on va voir ça tout de suite à travers un reportage. Comment allez-vous ? Bonjour Lynn. Comment allez-vous? Est-ce que cette entrée en formation confirme votre envie d'aller vers ce métier? Ah oui, tout à fait. Vous pouvez m'en dire un peu plus? J'ai été maquettiste pendant 5 ans dans une entreprise où on fabriquait essentiellement des concept cars. Je me suis retrouvé au chômage pendant le confinement et après on m'a parlé du CSP et je me suis retrouvé à l'école. J'ai commencé en présentiel en novembre. Oui, vous êtes rentrée en novembre. Oui, c'est ça, je suis rentrée en novembre. Et la formation va jusqu'au 10 mars, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc c'est très intensif. Après un licenciement économique dans ma dernière société, qui faisait à 90% de l'événementiel et à 10% de la relation presse classique, j'ai intégré le CSP et par la suite, du coup, la formation en marketing digital. Le contrat de sécurisation professionnelle, l'objectif, c'est un retour rapide pour un emploi durable. On se pose pas mal de questions sur qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste dans notre branche, notre domaine? Parce que si licenciement économique, c'est qu'il y a un souci qui est plus important en fait sur ce secteur-là, peut-être. J'étais un peu perdu, surtout que c'était la première fois que j'étais au chômage, donc je connaissais rien de rien. Je cherchais un métier manuel, je voulais vraiment pas me retrouver derrière un ordinateur. Il s'est assis devant moi et il m'a dit « mais je veux changer de métier ». Donc après, moi, tout mon travail, c'est de regarder la faisabilité du projet. De toute façon, c'est un plus. Communication, marketing, digital, ça reste un point d'ancrage pour toute société. Elle m'a poussée pour avancer dans mes recherches. Je lui ai proposé des organismes de formation. Elle m'a aussi proposé, elle, des organismes qu'elle connaissait, avec lesquels elle avait déjà travaillé. On avance sur ce parcours où il y a une flexibilité. La personne, l'adhérent CSP, peut aussi changer d'avis, peut se permettre de changer d'avis. On a des métiers comme ça où c'est vrai qu'on détecte ce côté artistique, créatif. On a aussi évidemment en interne des préconisations, des possibilités d'immersion en entreprise, évidemment des enquêtes métiers. Je cherchais un métier à faire plus tard, mais au final, je me rends compte que c'est un métier et une passion. S'il y avait eu juste le Pôle emploi, j'aurais eu beaucoup moins facilement accès à des formations. C'est important parce que c'est des formations qui sont souvent assez onéreuses, donc j'aurais pas pu la financer déjà par mes propres moyens, ça c'est sûr. Et la paye qui est différente. Là, je perçois 75% de mon salaire brut d'avant. Si je regarde fin mars, pour l'instant, mon planning n'est pas encore ouvert. On a des gens qui ont le temps de s'occuper de notre dossier, donc ça, c'est vraiment top. On ne change pas de conseiller du jour au lendemain, on en a un qui nous suit vraiment tout le temps. C'est une vraie chance de pouvoir envoyer un mail, avoir une réponse tout de suite, avoir une ligne directe. C'est vraiment quelque chose qui est très important. N'hésitez pas, hein, je reste joignable et je compte bien sur vous pour me prévenir de la réussite de votre certification. Oui, non, je ne vous mets pas la pression supplémentaire. Je l'ai toute seule. Même si on ne veut pas se reconvertir à 100% et qu'on se dit,
bon, je ne vais pas passer de boulanger à plombier, mais au moins, c'est bien d'avoir cette possibilité parce qu'aujourd'hui, il faut toujours qu'on puisse apprendre quelque chose pour pouvoir nous permettre en fait de revenir sur le marché du travail. D'être heureuse au travail aussi. Alors avec ce reportage, on a une idée plus précise de la mise en œuvre du contrat, comment ça se passe pour les adhérents, comment la conseillère les accompagne avec cette ligne directe, joignable tout le temps. On voit ça très précisément. Je vous propose maintenant qu'on voit un petit peu plus en détail cette évaluation du FSE sur cet axe-là. On voit ça tout de suite. Béatrice Evenot, vous êtes responsable de l'évaluation et du suivi de la performance du FSE à la DGFP. C'est vous qui avez commandité cette étude réalisée par Amios et Edater, qu'on a entendu tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il en ressort de cette étude et quelles personnes sont accompagnées dans ces dispositifs ? Alors effectivement, nous avons conduit l'an dernier l'évaluation d'impact de l'axe 2 du programme opérationnel national, FSE, et 676 millions d'euros ont été programmés pour la période 2014-2020 et 85% de ces crédits européens l'ont été sur la formation. La formation est bien le levier privilégié pour sécuriser le parcours des salariés. Donc, dans le cadre de cette évaluation, ce que nous avons avant tout regardé, c'est les effets que pouvait avoir la formation sur les salariés actifs occupés, et également la formation sur les salariés licenciés dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle. Donc, le FSE s'inscrit dans un objectif d'amélioration des compétences pour les personnes qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les plus fragiles sur le marché du travail. Et donc, parmi les participants des opérations de formation qui sont cofinancés par le FSE, nous avons une part de personnes moins bien qualifiées, puisque 44% pour les salariés occupés et 50%, 1 sur 2, n'ont au plus dépassé le premier cycle du secondaire, avec une majorité d'hommes. Et ensuite, on est sur une population qui a 25-54 ans. Les plus de 54 ans représentent que 10% de la population, avec une ancienneté aussi sur le poste et dans l'entreprise. 80% sont en entreprise depuis plus de 10 ans, près de la moitié sur le même poste pour les salariés occupés, et pour les salariés licenciés, eux aussi étaient dans l'entreprise depuis un certain temps, puisque près de la moitié étaient là depuis plus de 10 ans également. Donc on retient un bas niveau de qualification, voilà, et une ancienneté assez élevée, enfin plusieurs années d'ancienneté. Alors donc on voit bien les personnes accompagnées. Maintenant, quel est l'impact de ces actions cofinancées par le FSE? Quels sont les effets sur ces personnes? Alors, d'abord, la formation des salariés, avant la formation des salariés licenciés. Donc, on a deux principaux effets. C'est de renforcer et de mettre à jour les compétences, mais aussi de découvrir de nouvelles compétences ou de nouvelles pratiques. Et ces effets, en fait, de la formation pour les personnes en emploi correspondent à leur principale motivation, qui est le perfectionnement dans son métier ou de gagner en efficacité ou en autonomie. D'ailleurs, pour les gens de plus de 54 ans, c'est le gain en efficacité et autonomie est une première raison. Alors, nous n'avons pas d'effet marqué sur le changement de poste au sein de l'entreprise, du moins à court terme. En revanche, on constate un impact de la formation suivie pour le salarié qui va changer d'employeur. Et ce qui est à noter, c'est que la qualification, qui concerne 39% des bénéficiaires des opérations de formation, est un élément déterminant de l'évolution et la qualité du parcours professionnel. Nous avons 10 points de plus de personnes qui ont répondu à l'enquête, 10 points de plus satisfaits de la formation suivie et donc de la suite de leur parcours. D'accord. Alors peut-être maintenant… Alors oui, un autre élément sur les impacts sur la formation pour les personnes licenciées. Alors, les salariés licenciés suivent la formation dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle qui nous a été décrit tout à l'heure. 70% estiment que le contrat de sécurisation professionnelle a parfaitement ou au moins répondu en partie à leurs attentes. Un bénéficiaire sur deux juge important le rôle joué sur la suite de leur parcours professionnel, donc du CSP, de ce contrat-là, mais notamment dans le cadre
en particulier de la formation. Donc, on peut penser que la formation a un rôle particulier pour la suite du parcours. Mais signalons aussi pour le suivi individuel qui est mis en place par le CSP, qui joue aussi un rôle très important. Donc, 65% ont retrouvé un emploi à l'issue du dispositif. Ce taux de retour va varier néanmoins en fonction de l'âge, du sexe de la personne, de la taille de l'entreprise. On constate pas de variation forcément par rapport au niveau de qualification. Donc, les personnes sont accompagnées et il y a un retour à l'emploi en fonction de leur statut. L'emploi est retrouvé à l'issue du CSP pour 64% des bénéficiaires est différent, que ce soit pour le poste, pour la rémunération et la responsabilité. 70% le jugent positif. Donc, on peut dire qu'il y a un impact positif de la formation, du suivi grâce au contrat de sécurisation professionnelle. Donc, que ce soit pour la formation des salariés ou, qui sont actifs ou la formation des salariés licenciés. La formation, c'est d'abord un retour vers l'emploi, un maintien dans l'emploi et un retour vers l'emploi. Lorsque la formation aboutit à une qualification, c'est encore mieux. On retrouve, enfin moi je retiens des chiffres quand même importants, hein, 65% pour le CSP de personnes retrouvent un emploi, c'est quand même assez énorme. Donc on voit que c'est un impact assez fort. Merci beaucoup pour ces précisions. De votre côté, Frédéric Guimine, donc vous êtes chargé du suivi et de l'évaluation du FSE à la DGEFP. Vous êtes allé voir comment font nos voisins européens. Est-ce que cette problématique de s'adapter aux mutations économiques, est-ce qu'elle est bien identifiée partout dans le reste de l'Europe ? Oui, tout à fait. Comment elle est identifiée? Tout à fait, oui. Il faut dire tout d'abord qu'une stratégie européenne sur les compétences a été élaborée l'an dernier, en juillet 2020. Donc, stratégie européenne qui fixe des objectifs sur les 5 années à venir, tant en matière d'amélioration des compétences existantes que de reconversion, hein, c'est-à-dire de développement de nouvelles compétences. L'objectif, c'est là de s'adapter, comme en parlait Mourad Benmezian, aux mutations vertes et numériques qui vont largement impacter les emplois dans les années à venir. Donc, cette stratégie, elle repose sur 12 actions en fait, qui mobilisent à la fois les États membres, les employeurs, les universités, les partenaires sociaux. Le but, en fait, c'est de mobiliser le budget européen pour aller aussi faire une synergie avec les investissements publics et privés. Et il faut dire qu'en fait, assez récemment a été élaboré un socle européen des droits sociaux. Et l'apprentissage tout au long de la vie figure dans ce socle européen. Et donc, cette stratégie, vraiment, elle place maintenant l'apprentissage tout au long de la vie et de compétences, de nouvelles compétences, là, au cœur de la stratégie de l'Union européenne. D'accord. Alors, et il y a des façons de faire un peu différentes, des approches différentes. Voilà, tout à fait. En ce qui concerne le FSE, en effet, chaque pays a pu mobiliser les crédits un peu comme il le souhaitait. Et donc, on voit que sur l'OT8, en fait, qui concernait à la fois l'accès à l'emploi et la formation professionnelle, des pays comme la France et l'Allemagne ont largement utilisé les crédits européens sur la formation professionnelle, hein, 50% pour la France, 70% pour l'Allemagne. Alors que d'autres pays comme l'Espagne, l'Italie ou la Pologne ont utilisé l'argent européen plutôt sur l'accès direct à l'emploi, mais c'est-à-dire ils ont utilisé que 10% sur la formation professionnelle, mais c'était lié aussi à la situation sur leur marché de l'emploi. Donc c'était répondre à l'urgence surtout, moins investir sur la formation. Est-ce que vous avez des exemples un peu précis de ce qu'ils font, un peu partout, voire quelques exemples? Voilà, alors on peut citer 2 exemples mais il y en a beaucoup d'autres, hein, qui illustre les 2 mutations numériques et vertes. Alors, par exemple, en Allemagne, dès 2015, il y a eu une réflexion qui a été menée par le ministère allemand des Affaires sociales en collaboration avec les partenaires sociaux, les employeurs. Réflexion qu'ils ont appelée le travail 4.0, en fait, qui était vraiment sur le numérique, sur les évolutions que cela va induire et les modifications que cela va apporter en termes d'organisation du marché du travail. Et suite à cela, des centres pour l'avenir ont été créés dans chaque Länder en Allemagne. Et ces centres, en fait, sont là pour tester, en collaboration avec les entreprises, bien entendu, des nouveaux modes d'organisation du travail. Et suite à cela, il y aura tout un bilan qui sera fait en collaboration, enfin, au niveau fédéral, qui permettra peut-être de voir ce qui a marché et ce qui a moins bien marché.
Voilà, donc ça, c'est un premier programme qui a été financé par l'Europe. Deuxième programme également en Espagne. On peut citer un exemple sur l'économie verte ou sur la programmation actuelle. Le ministère de la Transition écologique espagnol a financé l'amélioration de l'employabilité de 50 000 personnes sur des emplois verts et bleus, ce qu'on appelle l'économie bleue, c'est-à-dire l'emploi vert adapté aux océans. Voilà. D'accord. Bon, bah, c'est riche, c'est intéressant. On aurait envie d'en savoir encore plus et puis de prendre un peu exemple aussi sur ce type de pratique. Je vous propose tout de suite merci beaucoup pour ça, qu'on passe à quelques questions puisqu'on a des questions qui arrivent et j'en ai une notamment qui est en lien avec ce que déjà Béatrice vous avez abordé et ce que Sophie aussi a abordé. C'est sur le CSP, donc le contrat de sécurisation professionnelle. Quelqu'un demande le bilan en 2020. Alors 2020, c'est une année quand même très particulière, mais est-ce que, je ne sais pas, Sophie, vous avez quelques éléments de réponse sur ça? Alors, on n'a pas encore de... J'imagine que ce n'est pas encore un retour, mais est-ce qu'on a un peu un aperçu ou un peu des notions de ce que ça représente pour cette année si particulière? On n'a pas encore d'éléments. En tout cas, moi, j'en ai pas sur l'année 2020. On peut penser que ça va avoir un petit décalage dans le temps, puisque là, globalement, avec notamment l'activité partielle, on n'a pas eu forcément un impact encore très fort des licenciements économiques, mais que ça va arriver plutôt dans les mois à venir et qu'on va voir surtout des effets sur le CSP a priori en 2021. Mais peut-être que les personnes de la Direct Île-de-France auront plus d'éléments que moi ou que Béatrice en plateau. Oui, on va venir vers vous de toute façon côté direct pour avoir justement ces aperçus et l'impact. Béatrice, un petit complément sur les CSP? Non, il est trop tôt pour 2020 d'avoir des données sur l'impact de la crise. Effectivement, comme a dit Sophie, la formation dans le cadre du contrat sera sûrement poursuivie par un nombre de gens qui seraient impactés. Donc, on attend les données pour savoir le nombre et comment ça va impacter le nombre de gens entrant en CSP. D'accord. Alors, j'attends un peu les questions, vous continuez à poser vos questions ou quoi, et on va continuer avec les interventions, puisqu'on en a parlé à l'instant, de la Direct, puisque là, on a parlé CSP, on a parlé gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et formation, mais on va avoir des témoignages justement de comment ça se passe, là, pour le coup, en Île-de-France. Alors, on est avec Isabelle Guénaud, Rémi Corrado de la Direct Île-de-France et Philippe Guès de Construxis Île-de-France, un opérateur de compétences. Ils vont nous donner chacun un aperçu de leur action. Mais tout comme tout à l'heure, on vous a proposé une petite animation sur le CSP. On va vous proposer une animation cette fois-ci sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour que vous y voyez beaucoup plus clair sur ce sujet-là. Cette démarche de gestion provisionnelle des emplois et des compétences permet d'accompagner le changement et d'améliorer les enjeux d'emploi, de recrutement ou encore de renforcement des compétences en lien avec les mutations économiques. Ces démarches peuvent être réalisées à 3 niveaux ou en les intégrant à une entreprise, à une branche professionnelle, à un territoire. Que permet la GPEC cofinancée par le FSE? Mieux identifier les besoins des entreprises, réduire des difficultés de recrutement, optimiser les dispositifs de formation, mieux construire les parcours individuels au service du collectif et valoriser les compétences individuelles et collectives. Voilà, c'était histoire de voir exactement ce que c'était que cette GPEC ou GPEC, selon comment on l'appelle. Alors, je me tourne tout de suite vers vous, Isabelle Guénaud. Vous êtes chargée de mission au service mutation de l'emploi et des compétences au département des politiques de l'emploi à la Direct Île-de-France. Donc, côté territoire, voir comment ça se passe. Comment est-ce que vous travaillez sur ces dispositifs qui sont cofinancés par le FSE, GPEC, formation des salariés, CSP, dont on parle depuis le début de l'émission? Alors, en matière de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, je voulais donner l'exemple des travaux que nous avons conduits en région Île-de-France au profit des secteurs des travaux publics et du bâtiment. En préambule, je voulais juste rappeler 2 chiffres qui, me semble-t-il, me sont assez marquants pour donner une idée de ce que seront les travaux du Grand Paris en Île-de-France. Il était prévu de construire ou de prolonger 200 km de voies de transport, de construire 68 gares et bien évidemment d'aménager les quartiers aux alentours de ces gares. Donc on voit bien que les travaux du Grand Paris sont de grande ampleur et on pouvait fort logiquement en déduire que ça allait avoir un impact important sur l'emploi des franciliens.
Donc, c'est la raison pour laquelle, dès 2012, la DGEFP s'est rapprochée des branches professionnelles des travaux publics et du bâtiment, également de l'OPCO de la construction, donc représenté ici par Philippe Guèze, et tout cela pour estimer les besoins en emploi liés au futur chantier du Grand Paris. À cette problématique, il fallait ajouter celle liée à la transition écologique qui était issue à l'époque du Grenelle de l'environnement, qui n'était pas si vieille en 2012, et puis qui de toute façon reste une problématique d'actualité. Donc à l'époque, notre objectif à travers ces études, qu'on appelle dans le jargon un peu qui est un outil, on utilise un outil spécifique du ministère du Travail qu'on appelle les contrats d'études prospectives et d'emploi, donc les CEP. Donc à travers ces deux CEP, on voulait à la fois avoir plus de visibilité sur les besoins en emploi et sur l'évolution des compétences des salariés d'une part, et puis on voulait aussi établir un plan d'action pour répondre à ces besoins. Donc ça, c'était nos deux objectifs. Donc, c'est la raison pour laquelle, donc, dès 2012, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes rapprochés des branches et de l'OPCO, dans un contexte où les travaux, à cette époque-là, n'avaient pas encore commencé. Là, je parle des travaux du Grand Paris. Donc, à l'époque, il s'agissait vraiment de produire des études purement prospectives. En 2009, nous étions dans une autre situation, puisqu'à cette époque, les travaux avaient largement démarré. Ça commence à démarrer par le secteur des travaux publics et en 2015, mais ils montent en puissance et on sait qu'ils vont atteindre un palier autour de la période 2023-2024. Par ailleurs, on sait que depuis, la France a été désignée pour organiser les Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Donc, c'était ces éléments de contexte dont il fallait tenir compte et que nous avons intégrés dans la réactualisation de nos CEP que nous avons publié fin 2019. Donc, bien évidemment, donc, ces résultats, donc les résultats des CEP tels qu'ils étaient, tels qu'ils ressortaient de nos études, encore une fois, à fin 2019. Il montre il confirme le besoin fort en emploi des deux branches professionnelles, à savoir les travaux publics et les bâtiments, puisqu'on estime qu'il faudra plus de 68 000 recrutements, à la fois pour répondre au développement des nouveaux marchés, mais aussi pour remplacer la main-d'œuvre qui va partir en retraite les prochaines années ou qui, par un mouvement naturel, va quitter le secteur du bâtiment et des travaux publics. Donc là, je vous donne ce chiffre-là, mais bien évidemment, la crise de 2020 a un peu bouleversé la donne et ce seraient des chiffres qui mériteraient d'être réactualisés, mais néanmoins, on peut penser que la tendance reste vraie dans son ensemble. De toute façon, vous aviez déjà identifié des besoins forts en emploi, donc on comprend bien l'atout de ces études prospectives et prévisionnelles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que le FSE, justement, apporte en plus dans tout ce travail-là? Il va y avoir un besoin important de recrutement dans les travaux publics et dans le bâtiment, mais bien évidemment, ça va cibler un certain nombre de métiers qui vont être de fait probablement en tension. Donc pour les travaux publics, on peut citer les canalisateurs, les poseurs de voies, les monteurs de réseaux, les constructeurs d'ouvrages d'art béton armé, les soudeurs et les ouvriers VRD ou les terrassiers. Pour le bâtiment, on peut estimer qu'il y a une tension sur les métiers de maçon, de peintre, d'électricien, de plombier. Et pour les deux secteurs d'activité, il y a une certaine tension sur les métiers de l'encadrement que sont donc en allant du chef d'équipe, en passant par le chef de travaux et en allant le chef de chantier et en allant jusqu'au conducteur de travaux. Mais néanmoins, on voit bien que globalement, parce qu'on est dans le secteur du BTP, on est plutôt sur des métiers qui relèvent des premiers niveaux de qualification. Donc ça, c'est le premier constat. Deuxième constat, on est bien sur un secteur d'activité où on est sur des métiers où il y a peu de métiers nouveaux. Enfin, je simplifie peut-être un peu, mais globalement, on est plutôt sur des métiers traditionnels. Mais des métiers traditionnels qui sont en évolution. Donc du coup, il est nécessaire d'adapter les compétences des salariés à la fois pour accompagner les mobilités internes, puisqu'on a vu qu'il allait y avoir des tensions sur certains métiers, donc on peut y répondre soit par des recrutements extérieurs, mais aussi en travaillant sur les mobilités internes au sein des entreprises.
Donc ça, c'est la première raison. Puis la deuxième raison, c'est former les salariés pour accompagner soit les mutations réglementaires ou plus encore les mutations technologiques, notamment celles liées à la digitalisation, ça c'est commun à la plupart des secteurs, l'utilisation des nouveaux matériaux ou même l'évolution des connaissances nécessaires ou des compétences nécessaires qui sont utiles aux professionnels, notamment dans sa relation avec le client et pour améliorer le conseil qu'il peut donner au client, notamment lorsque ce client est un particulier. Donc, au vu de tous ces éléments-là, en termes de formation et d'accompagnement des entreprises, on avait conclu sur trois points principaux. D'abord, qu'il était nécessaire de reconvertir les actifs, notamment les demandeurs d'emploi, pour les former au métier du BTP et ainsi les intégrer au métier du BTP. Ensuite, renforcer l'effort de formation au bénéfice des salariés déjà en poste. Et troisième point, continuer ou renforcer l'accompagnement des entreprises, notamment les TPE-PME, et un accompagnement notamment en matière de RH, parce qu'on voit que ce sont des entreprises qui sont rarement dotées d'une fonction RH. Et donc, pour toutes ces questions-là, il est clair que le FSE constitue un formidable levier, puisqu'il peut mobiliser des moyens financiers importants et que le Code de la construction a su parfaitement se saisir de ces moyens financiers, enfin de se saisir de cette opportunité pour renforcer sa politique au service des entreprises, de ses adhérents et des salariés de ces branches professionnelles. Alors, avant d'arriver, merci beaucoup Isabelle, avant d'arriver à l'OPCO, l'opérateur de compétences, avec Philippe Guez, je voulais voir avec Rémi, donc, puisque Isabelle a planté le décor de ce que vous avez fait et comment ça se met en œuvre concrètement. Rémi Corrado, vous êtes chargé de mission Fonds social européen à la Direct Île-de-France. Comment ça se fait concrètement au sein de la Direct? Une fois qu'on a fait tout ça, comment on fait les dispositifs? Donc, afin de répondre aux besoins du territoire francilien, notamment sur la question du Grand Paris 2024, comme évoqué par Isabelle à l'instant, ou encore pour répondre aux besoins de certains secteurs qui ont un fort besoin en tant que main-d'œuvre, notamment dans le tourisme, l'hôtellerie ou encore la restauration. Nous avons souhaité, dès le départ de la programmation 2014-2020, de construire des appels à projets pluriannuels en lien étroit avec le service des mutations économiques. Donc, l'objectif était d'utiliser le FSE comme un moyen ou encore un véritable levier pour amplifier l'action de l'État. Nous avons donc orienté notre action, donc pour l'axe 2, j'entends bien, avec pour idée centrale de venir cofinancer deux grands types de dispositifs. Donc, le premier dispositif, c'est la formation des salariés. Donc, le FSE a permis de cofinancer la mise en place de parcours de professionnalisation certifiants pour les salariés des TPE-PME qui sont peu qualifiés, qui n'auraient sans doute pas eu accès à une offre aussi diversifiée de formation sans ce cofinancement. Le second dispositif, donc, c'est l'appui aux structures. Donc, nous avons soutenu des actions d'accompagnement RH des TPE-PME pour les aider à mettre en place une réelle gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, donc la GPEC, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Donc, cela se concrétise vraiment par des actions de diagnostic RH qui permettent à ces structures de bien comprendre leurs besoins et donc d'agir dans le cadre de leurs défis à eux et dans des défis plus larges, je dirais, comme la transition numérique, écologique, voire même technologique. D'accord, alors on voit en termes de dispositifs, est-ce que vous pouvez nous donner un bilan un peu global sur votre activité ? Un rapide bilan permet de mettre en évidence l'impact important du FSE et notamment de l'axe 2 en Île-de-France, puisque nous avons programmé 75,5 millions d'euros sur la période 2014-2020 pour un total de 118 opérations. Concernant le secteur du bâtiment et de la construction, nous avons lancé au titre de l'axe 2 7 opérations, présentent un montant total de 34,1 millions d'euros, ce qui n'est pas rien. Et actuellement, c'est déjà près de 23 500 salariés de ce secteur de la construction du bâtiment qui ont pu bénéficier d'une formation qualifiante. Ce chiffre est aujourd'hui en cours de réactualisation puisque nous sommes en train d'intégrer les années 2019 et 2020. Nous avons traversé en 2020 une crise sanitaire importante et on est toujours au sein de cette crise. Est-ce que vous pouvez nous dire quel impact elle a eu sur votre activité et si vous en tirez des enseignements spécifiques ?
Oui, donc cette crise a eu un effet pour tout le monde, c'est indéniable, elle a bousculé nos habitudes. Nous, ça nous a obligés à repenser nos méthodes de travail ainsi que l'accompagnement qu'on pouvait faire aux porteurs de projets. D'ailleurs, je tiens à saluer tout le travail de mes collègues du département du Fonds social européen. Pour en revenir aux porteurs de projets, l'année 2020 a marqué un vrai temps d'arrêt pour eux, puisque plusieurs d'entre eux nous ont fait remonter leurs difficultés dans la réalisation de leurs opérations. Je prends par exemple la formation en présentiel qui a été complètement stoppée pendant le premier confinement. Du coup, l'enseignement que l'on peut en tirer, c'est que cette crise a montré toute la nécessité de s'orienter vers plus de formation à distance, qui, selon nous, est une alternative au regard du contexte sanitaire. Toutefois, on en est conscient, certains métiers nécessiteront toujours une pratique, un apprentissage des gestes et des techniques, donc une formation en présentiel. Donc, il faudra toujours trouver un juste milieu entre le distanciel et le présentiel. Enfin, et j'en terminerai par là, il est nécessaire, selon nous, d'appuyer les TPE-PME dans leur démarche pour les aider à passer ce cap et cette crise qui traîne en longueur. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons renouvelé le cofinancement des actions d'appui conseil RH sur l'année 2021. Bien, merci beaucoup, Rémi, pour toutes ces informations. Ce que je voulais vous proposer, parce que tout à l'heure, on l'a eu pour la GPEC, on l'a eu pour le CSP, on ne l'a pas eu pour la formation, c'est de mieux voir comment ça s'enclenche, parce qu'on en a beaucoup parlé. Mais là, je vous propose une petite explication de comment ça s'enclenche avec une animation qu'on voit tout de suite. Cet outil majeur permet à tous les actifs, salariés, indépendants, chefs d'entreprise ou demandeurs d'emploi, de se former tout au long de leur parcours professionnel. Pourquoi faire ? Pour développer ses compétences et accéder à l'emploi, se maintenir dans l'emploi ou encore changer d'emploi. À qui s'adresse-t-elle ? À tous les actifs, salariés, indépendants, chefs d'entreprise ou demandeurs d'emploi, afin de les accompagner efficacement sur le marché de l'emploi. L'objectif spécifique 3 du programme national du FSE se concentre sur former les actifs occupés, les salariés, les entrepreneurs et les indépendants, les moins qualifiés, les femmes et les seniors. De nombreux dispositifs existent pour tous les différents cas de figure. La réforme de 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a modifié et fait considérablement évoluer le système de formation en France pour plus d'individualisation, d'apprentissage. Pour les actifs notamment, il existe le compte personnel de formation, le bilan de compétences, les actions de formation du plan de développement des compétences ou encore la validation des acquis de l'expérience. L'accès aux actions de formation professionnelle peut être à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Je passe tout de suite la parole à Philippe Guèze. Donc vous êtes l'opérateur de compétences, vous accompagnez les entreprises dans ce travail de formation de GPEC, de CSP, au sein de Constructis Île-de-France. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous faites, comment ça se passe concrètement, tout ce travail ? Constructis, je rappelle, est l'opérateur de compétences pour le bâtiment, les travaux publics et le négoce de matériaux. C'est important de le souligner. Et c'est vrai que en Île-de-France, au-delà de la problématique, il faut rappeler quand même que les entreprises de la profession sont composées à 97% d'entreprises de moins de 11 salariés. Donc, on a, si vous voulez, quelques majors que tout le monde connaît qui sont cotés au CAC 40. Et après, on a quelques entreprises de taille moyenne. Et 97% de ces entreprises, c'est important de le rappeler, sont des entreprises de moins de 11 salariés. Donc, dénuées, si vous voulez, de toute fonction RH au sein de l'entreprise. Donc, rappelez également que la formation continue est un véritable ascenseur social au sein de la profession, compte tenu de l'organisation du travail où effectivement on a besoin régulièrement de promouvoir des collaborateurs pour occuper des fonctions d'encadrement de chantier et ça tout au long du parcours, tout au long donc de la carrière professionnelle d'un collaborateur. Et il est vrai qu'on part, nous, au niveau de l'OPCO, d'un constat. On est face à une population d'entreprises, comme je le rappelle, dénuées de fonctions RH, des entreprises qui sont traversées par la transition écologique, transition énergétique, 30% effectivement de réduction de l'émission des gaz à effet de serre
peut effectivement être effectuée sur la base du bâtiment. Ces entreprises sont aussi confrontées à ce qu'on appelle la transition numérique, hein, et on va le voir. Et puis également, rappeler aussi que, comme l'a dit si bien Madame Guénaud, que la région Île-de-France est donc un formidable défi à relever en matière de compétences, justement sur les chantiers du Grand Paris Express, qui sont des chantiers colossaux et dans lesquels, si on peut le penser, qui ne sont pas réservés qu'à des grandes entreprises, mais au contraire à énormément de petits sous-traitants qui vont effectivement intervenir sur ces chantiers. Et puis donc, pour couronner le tout, un chantier qui ne permet pas de retard, c'est celui donc le chantier des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Donc il y a effectivement nécessité d'une part, et c'est les trois axes de Constructis, d'une part à accompagner les TPE-PME, c'est-à-dire leur apporter un appui conseil RH, c'est-à-dire en faire une sorte si vous voulez, de responsable ressources humaines mobile qui viendrait au sein des entreprises pour à la fois solutionner tous les problèmes que vous avez expliqués dans la présentation de la GPEC et permettre à des entreprises de se positionner sur des marchés en ayant les bonnes compétences et ensuite leur permettre aussi de développer leur activité. Et on voit aujourd'hui, les entreprises du bâtiment ne sont pas confrontées à un problème de marché, mais plus précisément à un problème de ressources humaines et ressources humaines compétentes. Et on l'a vu avec la transition énergétique, le degré d'exigence est beaucoup plus important que dans le cadre des activités traditionnelles. Si bien que à la question qu'a pu apporter le FSE, Voilà, il est clair que le FSE, voilà, il est clair aujourd'hui que le FSE, ça démultiplie. exactement. Pour se résumer, si vous voulez, le FSE permet de financer plus et de financer mieux. Je crois que c'est important de le souligner, vu la myriade de TPE que nous avons au sein donc, de la profession. Il permet effectivement, sur des actions bien précises, d'accompagner les entreprises sur la transition numérique. On va envoyer par exemple un cabinet conseil que nous avons sélectionné pour aller faire dans un premier temps un diagnostic et proposer un plan d'action pour permettre à l'entreprise de se digitaliser. Un exemple très concret, si l'entreprise n'est pas passée à l'ère de la digitalisation, elle ne va pas pouvoir répondre aux appels d'offres qui seront proposés par les grands donneurs d'ordre et se priver ainsi de marchés importants. Ensuite, un axe sécurisation des parcours. Le FSE est intervenu massivement, si vous voulez, pour sécuriser les parcours professionnels des salariés du bâtiment et des travaux publics et même et dernièrement du négoce. Concrètement, il faut savoir qu'un budget formation d'une entreprise, c'est ridicule. Un budget formation d'une TPE, ça ne doit pas dépasser les 3 000 euros. Alors, quand vous voulez effectivement amener un très bon chef d'équipe vers la fonction de chef de chantier, c'est aux alentours de 5 000 à 6 000 euros le coût de la formation. Donc, on voit bien effectivement que le FSE, en intervenant, en apportant un soutien financier au fonds de l'OPCO, a permis à des collaborateurs d'occuper des fonctions d'encadrement de chantier. C'est une fonction qui manque énormément au bâtiment. Alors, vous allez me dire, bien entendu, il y a l'apprentissage qui a une place très importante au niveau du bâtiment. Mais pour former un apprenti, si vous voulez, c'est 3 ans, c'est très long. Donc, du coup, les entreprises utilisent bien sûr l'apprentissage, parce qu'il faut rappeler quand même que l'apprentissage, la profession surperforme par rapport à sa taille, à la taille de la volumétrie de son activité. Par contre, au niveau de l'évolution, au niveau de la promotion interne, pour pouvoir effectivement décrocher des nouveaux marchés, elle a besoin d'évoluer, de faire évoluer les compétences de ses collaborateurs. Elle a besoin aussi de certifier les collaborateurs. Et c'est vrai que le FSE… Alors, si on comprend bien, le FSE, donc ça permet de vraiment mieux financer, de financer plus par rapport à des besoins de TPE qui ont un budget formation, comme vous le disiez, très réduit, 3 000 euros. Est-ce que vous pouvez, on parlait tout à l'heure de l'articulation des différents acteurs, est-ce que vous pouvez très rapidement, puisqu'on a retrouvé Rémi avec le son, nous parler de comment vous travaillez justement avec la Direct Île-de-France sur ces sujets? Alors justement, avec la Direct Île-de-France, si vous voulez, à la fois le service donc des mutations économiques de Madame Guénaud et en même temps le service FSE, en fait, on travaille au quotidien, j'allais dire au quotidien, en partenariat permanent. Tout simplement parce qu'on peut s'imaginer qu'on est en contact avec eux dans le cadre d'une demande de concours, dans le cadre de la présentation de la programmation. Et en réalité, non.
puisqu'on est en permanence en contact avec eux sur des questions de mise en œuvre, sur des questions d'éligibilité d'actions de formation. Je vous donne un exemple, la crise sanitaire, comment dirais-je, la crise sanitaire a mis un frein en début 2020 sur l'activité formation. Bien entendu, on s'est retourné vers le FSE pour leur demander est-ce que les formations à distance étaient éligibles. Vous voyez, donc on travaille avec eux en permanence dès qu'on a une idée, on leur présente nos projets, ils nous les valident ou ne les valident pas, ou par exemple, effectivement, ils nous disent, écoutez, sur cet axe-là, vous avez la possibilité de poser une candidature sur tel ou tel dispositif. Donc, vous voyez, ce sont des échanges permanents et qui permettent effectivement d'avancer sur nos différents parcours. Je vais vous juste donner un exemple sur effectivement le dernier axe sur le recrutement des demandeurs d'emploi. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, nous avons un financement du PIC, le programme donc, qui est financé par Pôle emploi. Et quand je parlais de financer plus, financer mieux, il s'avère, par rapport à ce que vient de citer Madame Guénaud, le Grand Paris Express, les Jeux Olympiques, aujourd'hui, les entreprises rencontrent des problèmes de recrutement. Et il est clair qu'aujourd'hui, par exemple, Pôle emploi finance 15 € de leurs stagiaires. Et c'est vrai que si on veut mettre en place des formations dans lesquelles on met en œuvre des matériaux pour rendre opérationnels les candidats, eh bien le FSE va venir compléter ces 15 €, par exemple, sur des métiers comme le métier de plombier. Je prends un exemple. Le métier de plombier exige, si vous voulez, la consommation, l'utilisation de cuivre. Or, le cuivre, ça coûte très cher. Si on veut faire des formations papier-crayon, malheureusement, c'est vrai que quand on présentera ce candidat aux entreprises, il aura très peu de chances d'être recruté. Alors, on préfère effectivement, grâce à l'apport du FSE, financer des formations pour leur permettre de devenir opérationnels et autonomes, de façon à faciliter leur intégration au sein de l'entreprise. Et l'objectif de cette action dans le cadre des PEOC, nous avons signé une convention avec la Direct Île-de-France qui nous accompagne et qui permet effectivement d'aller toucher un plus grand nombre de demandeurs d'emploi et en même temps, comme je l'ai précisé, de prendre en charge les coûts de la formation dont le salarié va avoir besoin pour pouvoir effectivement réussir ce qu'on appelle un job dating lorsqu'il va à l'issue de la formation se présenter devant une entreprise. On est un peu pris par le temps, donc vous écouterez pendant longtemps encore. Une question sur 2020, tout à l'heure on en a parlé sur le CSP, Béatrice ou Frédéric ou quelqu'un, sur qu'est-ce que ça va changer, parce qu'on voit bien qu'il y a eu la crise sanitaire, il va y avoir forcément des conséquences économiques, sociales. Est-ce que ça peut modifier un petit peu la façon dont on fait agir le FSE, par exemple Béatrice, pour conclure rapidement? Alors, le besoin de formation, on l'a vu à travers les témoignages, était déjà là et sera d'autant plus là pour à la sortie de la crise que nous vivons. Et le FSE+, de toute manière, se positionne pour la sécurisation des parcours. Donc, la formation sera soutenue tout autant, voire plus. Le programme sera bientôt adopté et soutiendra donc les entreprises, puisque nous aidons les salariés, mais la formation, c'est aussi au profit des entreprises, on l'a bien entendu par Philippe Guez, un besoin de RH pour répondre aux évolutions et mutations autant technologiques qu'économiques de demain. Donc beaucoup de travail dans le cadre du FSE+, et la prochaine programmation sur ces besoins. Et pour accompagner plus. D'accord. Merci beaucoup pour tous ces détails. On arrive à la fin de l'émission et pour se tourner vers l'avenir, on a à nouveau sollicité Morad Benmézian, adjoint au chef de département de la stratégie de la DGEFP. Et là, cette fois-ci, il nous offre un panorama, mais un panorama post-crise. On l'écoute tout de suite. Morad Benmézian, la crise sanitaire, elle nous a amené à modifier nos habitudes, elle nous a aussi amené à nous adapter sans cesse, et on l'a vu tout au long de nos discussions autour du FSE. Est-ce que c'est cette capacité d'adaptation qui est en jeu actuellement? Oui, tout à fait, et on voit que c'est une vraie spécificité de cette crise-là, entre guillemets, où on voit qu'après le premier confinement, l'activité est repartie très très vite, avec bien sûr des enjeux un peu différents, avec on va dire une organisation un peu différente. Mais c'est vrai que ce rebond a été assez fort. Il a été freiné par le second confinement. Mais en revanche, on avait vu tout de suite un retour de la croissance, un retour des embauches assez fort. L'autre enjeu est aussi, qui est rendu plus important avec la crise, qui est justement cette adaptation, cette anticipation des évolutions qui vont être très nombreuses dans les années à venir.
puisque la crise est un catalyseur. C'est vrai que la nécessité d'observation, de diagnostic, d'anticipation, ces évolutions-là, devient un enjeu majeur. Alors, vous parlez d'évolution, il y a eu notamment des nouvelles modalités de travail, je pense au télétravail tout simplement, qui est monté en puissance. Est-ce que ces nouveaux modes de travail sont voués à perdurer? Dans quelle mesure et avec quelles conséquences, si on peut mesurer ça? Alors, on voit que la crise a eu un effet, a fait évoluer les mentalités ou le regard sur le télétravail. Finalement, c'était quelque chose qui était très peu utilisé en France jusqu'à présent, qui a été massivement utilisé dans le cadre du confinement. Alors bien sûr, quand on aura un retour à la normale, finalement, on ne passera pas de 1 jour télétravail à 5 jours télétravail. Là-dessus, il n'y aura pas de révolution. En revanche, de plus en plus d'entreprises sont prêtes à accorder 1 ou 2 jours par semaine de télétravail. Ça pose quand même des questions à la fois en termes de cohésion au sein des collectifs de travail. Et donc, il faut veiller à ça. Et en même temps, ça a aussi une souplesse et un avantage dans l'organisation personnelle des salariés entre justement vie professionnelle et vie personnelle. Et c'est vrai que l'idée de trouver un bon équilibre entre les deux, entre ce qu'on peut gagner dans le télétravail, mais aussi finalement ce maintien de la cohésion au sein d'un collectif de travail. D'accord. Et pour la suite, si on se situe en sortie de crise et bien plus loin devant, quelles sont les perspectives? Est-ce qu'il y a d'autres évolutions à venir? Lesquelles? Est-ce qu'on peut imaginer encore de nouveaux besoins, des nouveaux métiers qui vont émerger? Alors, il y aura forcément de nouveaux besoins de compétences, ça c'est évident. Est-ce que finalement ce sera des nouveaux métiers ou plutôt une reconfiguration des métiers existants? Il est encore un peu tôt pour le dire. En revanche, c'est déjà un peu les grands enjeux, en particulier technologiques, auxquels on va devoir faire face, notamment tous ceux qui sont liés à la transition écologique, à la décarbonisation de l'industrie, par exemple, ce qu'on appelle notamment la filière hydrogène. Là, on va avoir des enjeux très, très forts. Il est encore un peu tôt pour identifier précisément comment ça va impacter les compétences. En revanche, ce travail d'identification, d'anticipation, c'est maintenant qu'il faut le faire. Merci beaucoup, Morad Benmezian, pour toute cette analyse. Merci à vous. Voilà, on a fait un tour d'horizon sur ces questions de sécurisation professionnelle face aux transitions qui sont devant nous et qui sont déjà là même avec la crise sanitaire. Alors on aurait pu y passer des heures, mais on est pris par le temps. Vous retrouverez quand même toutes les informations sur le site www.fse.gouv.fr, un dossier thématique très très complet sur les interventions et sur tout ce dont on a parlé. Je voulais remercier nos intervenants pour toutes ces informations et ces éclairages. Un grand merci aussi à vous tous et vous tous qui nous avez suivis. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain jeudi du FSE.